y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Eclipse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jordan. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien, et toi? Ma foi, ça va plutôt bien. Et aujourd'hui, on va vous présenter le dernier film de Luca Guadagnino, Challengers. Tashi Duncan, she's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis. It was an entirely different game. Hey, come hang out with us later. Want me to come tuck you in? No, we can just keep talking. How often does this happen? Going after the same girl? Not as often as you think. We usually have different types. So you're saying I should be flattered? Aren't you everybody's type? Come here. Which one of us? Durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leurs chemins se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent et des tensions, jusque-là inavouées, refont surface. Pour commencer, je pense que ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent vaguement sur Twitter, savent que déjà je suis passionné de tennis. Je précise parce que je pense que ça a son importance sur le ressenti du film, enfin toute la mise en scène qui entoure les séquences propres au tennis que j'ai trouvé relativement plutôt osées. C'est vraiment ce côté too much de la mise en scène des séquences de tennis que j'ai trouvé qui finalement a fini un petit peu par m'emporter parce que c'est vrai que quand on regarde un ou deux effets de mise en scène un peu pris séparément, je pense par exemple au passage où la caméra est comme si elle était sous le court et qu'elle filme les deux joueurs comme si elle était en sous-sol, ou au contraire quand elle est très très haute au-dessus, ou alors ce fameux plan POV comme si c'était comme si la caméra était la balle, ou l'inverse. C'est des effets qui, s'ils étaient seuls dans le film, j'aurais trouvé ça d'une lourdeur absolue. Je les trouve pas forcément très pertinents, mais en fait, bout à bout, paradoxalement, ça crée quelque chose qui, à mon sens, fonctionne plutôt bien. Moi, Challengers, c'est un film que j'ai plutôt aimé. Peut-être un peu trop long. Au fil du temps, on finit. Enfin, je trouve que le film se répète un petit peu parce que alors il faut savoir que du coup ça commence par, on va dire le match final, celui qui est l'aboutissement, un petit peu le climax de la relation entre Tashi, Art et Patrick. Et en fait, c'est lors de ce match qu'il va y avoir différents flashbacks qui vont expliquer les tenants et aboutissants de la relation entre chacun de ces personnages, sachant que chaque personnage a vraiment une relation très forte avec les deux autres, puisque Art et Patrick ont commencé en étant très amis, peut-être même plus que ça sans se l'avouer. Puis ils rencontrent Tashi Duncan, qui elle, joueuse très prometteuse, dont les deux compères vont tomber amoureux, et qu'ils vont plus ou moins se disputer à différentes périodes de leur vie. Ces différents flashbacks, malheureusement, à la longue, j'ai trouvé que ça alourdissait le récit, puisque on finit par se demander s'il n'y avait pas moyen de faire plus court, en fait, tout simplement, parce qu'il y a des moments où on se rend compte qu'on se répète. On a compris que Tashi avait un contentieux avec le temps, avec Patrick, etc. Mais après, dans la construction, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une gestion de la tension qui était plutôt bien faite, une mise en relation entre les personnages qui nous tient en haleine, puisqu'on se demande quand même à quel moment tout ça a dérivé.
entre notamment Art et Patrick, parce qu'on sent quand même dès le départ qu'ils ne peuvent pas se supporter. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Si on arrive dans le film vierge de toute information, ce qui est quand même un petit peu compliqué, puisque tout le monde en parle, et que la bande-annonce, d'ailleurs, je pense que c'est un défaut, défriche quand même énormément ce qui va se passer dans le film. On commence, on ne sait pas trop qui est qui sort avec qui et pourquoi. Et c'est plutôt intéressant ça de savoir, parce qu'en fait on voit très bien que Tashi Duncan, donc qui est joué par Zendaya, a un rapport avec un des deux personnages, pas forcément précisé lequel, et justement on ne sait pas lequel. C'est-à-dire que quand tu arrives, elle regarde les deux la regardent, mais on ne sait pas forcément avec lequel des deux elle a vraiment une relation. Alors on apprend qu'elle a une relation avec les deux, mais quand même présentément plus avec l'un. Et en fait, finalement, pas tant que ça. Enfin, il y a vraiment tout un suspense autour des relations entre les personnages qui, à mon sens, fonctionne vraiment bien. Après, voilà, dans le rang narratif, quelque chose qui est peut-être un petit peu lourd, c'est vraiment, enfin, comment expliquer? C'est vraiment fusil de Tchekhov le film, quoi. C'est-à-dire que pendant tout le film, on va nous lancer des petites pistes dont on est à peu près sûr et persuadé que ça va arriver plus tard. En fait, le film, c'est un mélange je trouve, d'intelligence dans la mise en scène tout en étant subtil et pas subtil. Disons qu'il y a certains petits détails qui sont intéressants, notamment ce fameux détail du tic de service dont tout le monde parle qui va aboutir sur le climax. Et en même temps, ce petit détail-là, il est tellement grossier qu'on se doute qu'il va finir par revenir et donc on s'y attend à fond. D'où mon appellation de fusil de Tchekhov le film. C'est-à-dire qu'on s'attend tellement à ce que des petites choses disséminées reviennent que quand elles reviennent, on se dit finalement c'est un petit peu prévisible et tous ces petits détails de mise en scène sont souvent comme ça alourdis par tout simplement alourdis. Puisque je suis sur le rang des défauts, je vais te laisser la parole parce qu'il me semble, on en a parlé un petit peu en off, que toi tu n'as pas trop aimé le film, donc vas-y, fais-toi plaisir, je te laisse champ libre. Oui, alors c'est un joli euphémisme que tu me fais sur le fait que je n'ai pas trop apprécié le film, parce que, bon, si j'avais été mesquin, parce qu'évidemment je ne vais pas être durant cet épisode, la façon dont ce que le film a voulu être, c'est-à-dire une espèce de triangle amoureux qui va prendre le sport du tennis avec cette confrontation entre ces deux hommes et cette femme au centre qui finalement catalyse les désirs, les problèmes, les attractions et les répulsions. Enfin voilà, tout ce qui finalement elle est du coup le centre névralgique du film auquel tous les personnages tournent autour. Enfin, les personnages, il n'y en a que 2, donc c'est pas trop compliqué de s'y perdre. J'aurais pu dire que le film va essayer d'avoir la profondeur de la description de ces personnages. Un peu comme finalement l'autre film de Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, c'est-à-dire le rapprochement et les éloignements des corps, les contradictions intérieures qu'il peut y avoir au sein de l'amour. Là, dans Call Me By Your Name, c'est uniquement avec 2 personnages, donc c'est assez simple, mais là, on va rajouter un 3e, évidemment que ça va rajouter un peu plus de sel, et que, voilà, toute cette espèce de méli-mélo, ce tourbillon d'émotions au sein de cette histoire d'amour, qui va se retrouver dans la mise en scène et exactement de la même façon sur le terrain de tennis. Terrain de tennis qui évidemment va être le lieu et le maître-lieu pour essayer de faire une mise en scène un peu fraîche, un peu nouvelle, que dis-je, même totalement époustouflante à chaque fois qu'il va y avoir. Voilà, on va essayer de filmer le tennis comme personne ne l'a jamais filmé. Ça, évidemment, c'est ce que voudrait faire Guadagnino. Le problème, c'est que le film se rapprocherait plus du ping-pong entre une classe de maternelle que du match de tennis, parce que parmi toutes ces tentatives, il n'y a rien qui va. Les personnages sont extrêmement plats, il n'y a aucune évolution, c'est-à-dire que de la seconde 1, au moment où il y a la rencontre entre ce trio de personnages, on sait déjà exactement tout ce qui va se passer. Tu l'as toi-même dit, c'est plus que le fusil de Tchekhov, c'est qu'au fait, ça pourrait être un fusil de Tchekhov si au fait il y avait un scénario derrière ça. Le problème, c'est que vu que c'est écrit par une espèce d'attardé mental, et ben on se retrouve avec juste un film inintéressant, où tous les éléments, toutes ce que j'ai dit au début, les attractions et les répulsions des personnages sont compréhensibles seconde 1, et du coup ça rend le film parfaitement... Ouais, ça rend le film chiant. C'est juste, t'as Zendaya qui est avec son espèce de maître cuck joué par Mike Feist, Art, et à côté l'espèce de BG un peu bestial, mais qui finit par avoir une vie de merde au tennis et qui aimerait un peu remonter Patrick Zweg. Et c'est tout, au fait, c'est vraiment c'est les seules relations qu'il y a, c'est une espèce de gars simple qui est un peu, on va dire, le choix de la sûreté, c'est-à-dire Art Donaldson, mais pour lequel il a surtout beaucoup de mépris.
et voilà, qui n'a pas, on va dire, la fougue et le talent au tennis et qui même, commence même à devenir un petit peu, voilà, comment on pourrait dire ça? Pas intéressé par ça, il n'a pas de désir pour ce sport, alors que Patrick Zweg, lui, c'est le gars avec beaucoup de talent, mais qui, voilà, finit un peu par être, voilà, qui n'a pas eu la chance et qui n'a pas les sponsors et l'aide financière derrière pour pouvoir aller jusqu'au bout sur là où ce qu'il voudrait. Et voilà, honnêtement, c'est les seules choses que j'ai retenues de cette relation. C'est très inintéressant. Zendaya qui pourrait être, on va dire, un personnage, un peu en demi-teinte, où on pourrait avoir de la pitié ou de la répulsion avec elle, finalement, moi, j'ai surtout beaucoup de mépris pour elle parce que, honnêtement, elle finit par choisir un gars, au début, une relation classique d'adolescent. Elle se blesse, un petit peu par sa faute, mais quand même, à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, c'est pas parce qu'elle a fait, elle a fait 40 minutes d'échauffement au lieu d'1 heure, à un moment, elle s'est blessée, faut pas mettre toute la faute sur quelqu'un d'autre. Elle finit par se mettre avec l'autre garçon. Finalement, bon, elle fait une vie de famille, pas, voilà, assez classique. Pas si intéressée par son mari, elle est toujours attirée par l'autre. C'est très classique, c'est très peu intéressant et finalement, c'est là où on est face à quelque chose d'extrêmement plat, extrêmement très peu intéressant dans les relations des personnages. Là, il y a Guadagnino qui se dit: «Bah, attends, au fait, j'avais oublié, je suis pas en train de faire une relation je suis pas en train de faire uniquement un drame romantique, je suis aussi en train de faire un film sur le tennis». Alors, je pense que je laisserai un peu plus parler peut-être, Snack sur les relations qu'il pourrait y avoir entre, des vrais matchs, des vraies personnes sur le tennis parce que moi qui ne suis pas ce sport, je ne les ai pas vus. Mais moi, j'aime quand même pas mal de films qui traitent du sport. Comment est-ce qu'on peut rendre certains sports cinématographiques? Qui est une vraie question, voilà, les exemples de la boxe qui ont été traités avant sont très connus. La question sur comment est-ce qu'on peut rendre des sports qui se font plutôt sur le temps long ou avec on va dire avec des équipes comme notamment le handball pardon, le football et cetera ou le basket. Comment est-ce qu'on peut le rendre cinématographique? Et évidemment le tennis, là aussi c'est une question qui peut se poser, qui normalement ce sont des choses qui se font sur un temps beaucoup plus long, mais où tu peux avoir une rivalité entre 2 personnages, donc on peut faire quelque chose, enfin bref, il y avait moyen un peu de réfléchir sur comment faire une mise en scène intéressante là-dessus. Le problème, c'est que c'est pas une mise en scène intéressante, c'est une mise en scène boursouflée de tics qui en fait veulent rendre la chose parfaitement, tu vois, unique, impressionnante. Sauf qu'en fait non, c'est lourd, c'est indigeste, c'est à la limite de la nausée par certains moments et c'est totalement contrebalancé par tout le reste du film qui est dans une mise en scène extrêmement plate, extrêmement chiante, qui n'est pas particulièrement belle, dans ses images. Enfin voilà, c'est des images, pas parti ouais, c'est ça, elles sont pas laides, mais elles sont pas belles non plus, elles sont chiantes, elles sont inintéressantes et à côté, ils se décident, voilà, de faire, un plan intérieur de la balle de tennis, une espèce de steadicam à l'intérieur du torse des joueurs et puis ensuite, paf, on se met en dessous. En fait, le terrain de tennis est totalement transparent. Sauf qu'au final, ça, ce qu'on dit pas, c'est que c'est quand même uniquement la toute fin du film, ça. Avant, on s'est quand même tapé 2 heures enfin 1 heure 40, 2 heures de film extrêmement chiant et filmé, de façon extrêmement plan-plan et là, tu as une espèce de déluge d'effets, absolument insupportables. Enfin, le film, de A à Z, il est prévisible, il est moche, il est extrêmement ennuyeux dans la caractérisation des personnages parce qu'il y a pas particulièrement d'évolution. Tout est déjà planté dès le début et finalement on se retrouve avec, ouais, des personnages qui n'évoluent pas, qui ne sont pas intéressants parce qu'au final, ils ne sont pas humains. On a l'impression que c'est des espèces de clichés sur, voilà, le personnage, BG timide alpha, enfin non, le personnage plutôt, un peu bestial alpha, qui n'arrive pas au tennis et l'autre, qui a du succès grâce aux sponsors mais qui est pas intéressé, qui est plutôt le gars simple et la meuf au milieu. Enfin, moi honnêtement, je ne retiens qu'un inintérêt constant pour le film, pour ses personnages et pour sa mise en scène qui, voilà, fait un ping-pong, pour faire un petit truc, il fait un ping-pong entre une mise en scène extrêmement banale, très inintéressante et une autre beaucoup trop extrême pour qu'elle soit, ne serait-ce qu'intéressante. Je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens, quand tu dis que les personnages évoluent pas, il y a ils sont stéréotypés, ça c'est vrai. Et on va pas dire qu'ils évoluent du tout au tout, mais il y a quand même des certaines petites nuances qui apparaissent quand même au fil du film, au fil des flashbacks, etc. Je pense notamment à Tashi Duncan. Tashi Duncan, ça a toujours, même dès le départ, quand je dis dès le départ, c'est-à-dire au départ des flashbacks quand on la voit plus jeune, c'est une femme très ambitieuse, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle veut aller et qui malheureusement va avoir son destin brisé suite à une blessure. Mais ce côté ambitieux, elle va le garder
dans le film et elle va faire une sorte de transfert en fait sur le personnage de Art Donaldson en le transformant lui, enfin en fait ça va pas le transformer en quelqu'un d'ambitieux, elle va avoir l'ambition d'en faire un très grand joueur. Ce qu'elle réussit à faire d'ailleurs, parce que bon, c'est sous-entendu qu'il gagne 6 titres du Grand Chelem, pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissent rien, c'est colossal, hein. C'est vraiment, c'est énorme, on le fait passer pour un tocard, le gars est vraiment un... Enfin, je veux dire, 6 titres du Grand Chelem dans l'histoire du tennis, c'est une légende, le mec, hein. Et sur le personnage de Tashi Duncan, la vraie nuance, en fait, c'est plutôt l'ambiguïté qu'elle va avoir au fil du temps, je trouve. Oui, c'est prévisible, il y a certaines choses qu'on voit venir, mais il y a, en fait, malgré tout, pendant tout le film, je me suis demandé, pas quels étaient ses intérêts, mais quels étaient ses intérêts amoureux en fait. Où est-ce qu'elle se situe encore réellement? Parce qu'on le voit qu'elle a un certain mépris pour Art Donaldson, ça c'est vrai, qu'elle a un certain mépris. D'ailleurs, tu dis qu'elle est méprisable, mais je pense que Tashi Duncan, alors après ça dépend comment tu veux voir les choses, mais je pense que c'est un personnage qui a été construit pour être relativement méprisable, puisque, et pour moi c'est assez clair là-dessus, elle manipule complètement Art Donaldson pour avoir sa petite vie rêvée, une vie factice, mais sa vie rêvée, c'est-à-dire la vie qu'elle a toujours voulu avoir, de succès, de machin. Mais on est d'accord là-dessus. Mais moi, c'est justement le problème que j'ai avec ce personnage. C'est que dès le début, parce que pour remettre un peu de contexte pour les personnes qui n'auraient pas vu le film, parce que des fois, c'est peut-être un peu compliqué de suivre les discussions sur des personnes qui savent un peu comment le film se passe. Le film, il entrejoue entre plusieurs périodes. Entre la période du passé, au moment où ils sont adolescents, de souvenirs, ils ont 16 ans, 18 ans, des choses dans le genre. Et ensuite, la période dans le futur, 13 ans plus tard, quand ils sont déjà bien installés, quand les deux sont déjà bien installés, etc. Les deux joueurs de tennis, j'entends. Mais le problème, c'est que le film, il commence directement dans le présent, dans la dernière compétition du Challenger justement, où c'est la finale et où ça va être Art contre Patrick. Sauf que le truc, c'est que nous, à ce moment-là, on voit très bien que le personnage de Zendaya, elle a une blessure au genou, donc on sait très bien que quand on va la voir plus jeune, et ben au final il va y avoir un accident et donc on sait que ça va mal se passer. Et c'est ça le problème, c'est que c'est justement ce côté ultra prévisible. Je sais déjà qu'elle va se mettre avec le mec qu'on voit déjà adolescent comme étant le gars plus simple, plus rangé et donc un peu plus chiant aussi, et qu'elle va faire ça uniquement pour transfuser son échec et son espèce de rêve de gloire qu'elle n'a jamais pu avoir. Mais justement, c'est extrêmement plat. Elle se met avec ce gars-là parce qu'elle transfuse tout ce qu'elle veut, et en même temps, elle a une espèce de voilà, côté un peu répulsion, mais attractif, bestial avec Patrick. Mais ça, c'est visible dès le début, avant même qu'on les voit adolescents. C'est quelque chose qu'on peut sentir, et moi, c'est ça que je trouve inintéressant. Le personnage de Zendaya, de Hart, de Patrick, ils sont tous monolithiques. Dès le début, dès qu'ils sont adolescents, on sait déjà comment ça va évoluer, comment ça va continuer. Et c'est juste, à la limite, la seule chose qui m'a un peu surpris, c'est la toute fin, où l'espèce de saupoudrement semi-homosexuel entre les deux personnages qui n'est pas avoué et qui finalement ne sera pas du tout traité au fait, hein. Il sera traité dans 2-3 scènes, mais c'est pas du tout quelque chose qui sera construit. Un peu étonnant par rapport à la personne qui a fait Call Me By Your Name, et c'est juste la toute fin, on se dit mais qu'est-ce que je viens de voir en fait? Qu'est-ce que c'est que cette immondice que je viens de voir? En plus pour une résolution, mais lourde, mais limite que je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de sens, genre c'est quoi, je vais faire une référence qui parlera qu'à très peu de personnes, mais j'ai presque l'impression que ça a été écrit par que c'est une récifique récibanque avec le maître Cuck qui finit par enlacer son pote qui a baisé sa femme, enfin. Oui, mais là, Ouais, vraiment là. non, mais tu vois, genre, tu dis que ça a jamais été traité de tout le film. Moi, je suis pas d'accord. D'emblée, il y a quand même Tashi Duncan, la première chose qu'elle leur dit avant même qu'ils se voient dans la fameuse chambre avec la fameuse séquence qu'on voit dans la bande-annonce, elle leur dit, moi, je suis pas là pour briser des ménages. Je veux dire, ça semble assez clair. Je crois qu'elle dit ça quand ils sont, quand ils se voient pour la deuxième fois, pas face à la mer, enfin pas au bord de mer, mais face à la mer justement. Ils sont en terrasse ou je sais pas trop quoi, et elle raconte un petit peu sa philosophie du tennis, que bon, entre parenthèses, je trouve ça un petit peu, je trouve sa philosophie du tennis un peu conne, mais enfin bon bref. Façon, elle leur dit directement en fait, elle leur dit, moi je ne suis pas une briseuse de couple. Et ensuite, d'ailleurs, alors c'est marrant parce que j'allais dire que c'est pas, c'est un peu grossier, mais peut-être que, enfin je sais pas, il y a quand même tout un
tout un symbolisme phallique en fait pendant tout le film. Enfin, je veux dire, en plus c'est vraiment grossier et pour le coup, ça fait partie des choses que je trouve franchement ridicules. Il y a le côté déjà quand Patrick mange la banane là au changement de côté. Alors, il faut savoir qu'il y a rien de choquant à manger une banane. Hein. Au tennis, ça se fait régulièrement de manger des fruits, de boire des trucs et la banane est souvent un fruit qu'on mange. Mais la manière dont il mange la banane et la manière dont il lui tend, style je suis en train de te castrer, c'est assez rigolo. Tu pourrais aussi citer la scène du churros. Et Là, il est presque encore plus. mais je pensais à la scène du churros qui est encore pire quand il lui tend le churros. Enfin, je veux dire, tout est dit dans cette séquence-là. Quand tu dis que, genre, on parle de leur truc un peu homo-érotique à la toute fin, bah, du coup, non, pas vraiment, parce que c'est quand même, c'est saupoudré tout le long du film. Et puis, il y a la fameuse séquence de la chambre où justement, quiconque, j'ai dit tout à l'heure que la bande-annonce défrichait énormément le film, je trouve que la bande-annonce a l'intelligence de nous emmener sur la mauvaise vision qu'on doit avoir de ce trio amoureux qui est réellement, en fait, un trio amoureux. C'est-à-dire que même si c'est plus ou moins quand même, on va dire, en sous-texte pour les deux garçons, il y a quand même quelque chose qui se passe entre deux. Pareil, tu disais tout à l'heure que en fait le gros des séquences un petit peu too much, ça se passait que pendant les séquences de tennis, essentiellement d'ailleurs pendant le dernier. Mais là c'est pareil, moi je vois ça. Alors beaucoup ont fait le parallèle entre l'acte sexuel consommé entre Hart et Patrick lors de ce dernier match de tennis. Bon, d'accord. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti sur l'instant T. Je suis trop premier degré tennis pour penser à autre chose que le fait qu'ils sont en train de s'affronter dans un pur match de tennis. Mais si on voit ça de ce point de vue-là, le fait que tout s'accélère lors de ce passage-là, d'un point de vue mise en scène par rapport au reste, n'a rien de particulièrement choquant. Encore une fois, on va dire que c'est oui, voilà, le côté un petit peu orgasmique du truc. D'ailleurs, soit dit en passant, pour ceux qui nous écoutent, j'ai lu énormément de débats sur mais qui gagne à la fin, qui gagne le match, est-ce que c'est Hart, est-ce que c'est Patrick, c'est personne. Okay. Le dernier point que vous voyez dans le match, c'est le premier point de ce qu'on appelle un tie-break. Hein. C'est le tout premier point. Des points, on doit en gagner minimum 7 pour gagner un match. Voilà, c'est soit dit en passant. Donc personne ne gagne ce match. Et pour ce qui est du point, c'est certainement Patrick qui gagne le point, mais ça on s'en branle. C'est pas la question. Mais ça c'est limite la chose qui m'avait un peu surpris parce que moi qui connaissais pas beaucoup le tennis, je me disais ah oui, il a gagné un point, l'autre il a gagné un set plutôt pour être plus précis, il a gagné un set, l'autre il a gagné un set. C'est le troisième, c'est la balle de match, mais je me disais mais attends mais il y a plus que 3 de sets non plus, enfin il y en a quand même pas mal des sets. Donc j'étais un peu surpris qu'il y ait autant de pinacles autour de cette chose alors que finalement c'est pas tellement une histoire de victoire. Non, il n'y a pas plus de 7 en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le circuit Challenger, voilà, on va partir un petit peu sur du jargon tennistique. Hein. Le circuit Challenger, c'est ce qu'on appelle le circuit secondaire. C'est-à-dire que en ATP, l'ATP c'est l'association des joueurs. D'ailleurs, ATP, hein, pour la petite anecdote, je suis tombé sur un tweet hier, la personne se reconnaîtra. ATP, c'est l'association tennis professionnel, quelque chose comme ça hein, en anglais. C'est aussi l'anagramme de Hart, Tachi et Patrick. Le petit détail à la con de Luca Guadagnino dans le film qui est bon, finalement plutôt bien trouvé. Bref, l'ATP, donc, c'est l'association des joueurs, c'est ceux qui créent les tournois. Les tournois, il y a plusieurs catégories de tournois. Il y a les grands chelems, dont un qui est l'US Open, qui est régulièrement cité dans le film comme étant l'objectif de Hart, hein, et de Tachi du coup en tant qu'entraîneuse, et qui est aussi l'US Open mis en scène lors des tournois juniors, que Tachi gagne en tant que femme, que Patrick, il me semble, gagne en tant qu'homme, et que les deux gagnent en double. Ceci mis à part, vraiment, c'est là que je me disais, les challengers, c'est vrai qu'on fait tout un patin couffin pour une finale d'un tournoi secondaire. Alors ça peut avoir son importance pour ces joueurs-là, hein, pour ces joueurs de seconde zone. Ça reste, et on l'a bien vu, ça reste des petits tournois dans des petits trucs. Enfin, qu'est-ce que c'était Moi, c'est vrai que beaucoup ont dit, oh, j'ai ressenti une tension de fou lors d'un match de tennis, j'avais jamais ressenti ça. Bon, c'est parce que vous regardez juste pas de tennis, parce que pour avoir vu des finales de Grand Chelem, on ressent beaucoup plus de tension en vrai quand on est fan de tennis devant un vrai match de tennis en finale de Grand Chelem que devant le Challengers. Enfin, je veux dire, bon, et puis toi, sans être fan de tennis, t'as pas ressenti de tension devant le film. Donc, bon, c'est encore un autre sujet, mais bon. Bah après, ça c'était un peu la question que je voulais te poser sur le tennis, parce que moi qui ne suis pas le sport, je trouvais pas que c'était, enfin, les moments de tension. Alors on va en parler après, qu'on va faire la petite parenthèse musique, parce que je pense qu'il y aura des choses à dire, parce que évidemment tout le monde ne parle que de ça, mais c'est le côté, pour moi la tension elle était
très artificielle, elle était très mal rythmée, très dilatée au sein des scènes et elle était plutôt accompagnée avec des effets de mise en scène un peu d'esbrouffe au fait et donc non, ouais, j'ai pas senti beaucoup de tension, on va dire. Mais après j'étais pas intéressé par, les relations humaines, dans le film, donc du coup je pense que normalement la tension elle vient plus de là que de la mise en scène, mais est-ce que les scènes, on va dire à peu près normales de tennis, elles étaient suffisamment bien filmées pour que tu ressentes, les moments clés, la tension qu'il pouvait y avoir et cetera? Je me rappelle pas particulièrement de moments clés du match parce que mon visionnage de Avengers commence à remonter un petit peu. Il faut avouer que j'ai quand même ressenti un peu de tension, c'est-à-dire que vers la fin, quand on sent que tu arrives à la fin du match, oui, voilà, parce que du coup, j'ai pas précisé, c'est bien la fin du match en fait. Dans les circuits Challenger, ça se joue en 2 sets gagnants. Donc à Ah partir du moment d'accord. où on est au troisième set, c'est forcément le set décisif, celui qui le gagne a gagné le match. Tu ressens forcément un petit peu de tension dans le sens où on arrive quand même à la fin du match. Il y a des choses qui se passent et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant pour connaître quelques joueurs qui sont un petit peu sanguins, on va dire, comme Patrick. C'est ce côté, tu sens que le mec peut câbler à tout moment. Alors, faut savoir qu'au tennis, tu prends jamais 50 points de pénalité par match. Hein, ça, je veux dire, c'est quasiment impossible. Tu vas en prendre un, tu vas en prendre deux maximum. Généralement, les arbitres sont plutôt sympas. Là, l'arbitre, à part avoir du flow et mettre plein de points de pénalité, c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être le truc, l'arbitre, c'est peut-être le truc le moins crédible du film d'un point de vue tennistique, en fait, paradoxalement. Après, peut-être que je suis pas un grand expert du circuit Challenger, je regarde assez peu de matchs de ce circuit secondaire, alors peut-être qu'ils sont plus sévères dans les circuits secondaires, j'en sais rien, mais ça me semble quand même un petit peu exagéré. Bref, je voulais surtout venir sur le fait que Patrick, il a quand même un comportement assez sanguin, donc c'est vrai qu'il apporte aussi une tension de par son comportement en se disant, mais t'as l'impression qu'il est capable de tout. D'ailleurs, il est tellement capable de tout qu'en fait, il va tout faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, la fameuse chose dont on parle, c'est le fameux signe qui doit indiquer au service. C'était un petit code qu'ils avaient quand ils étaient adolescents. Ils se disaient, s'ils avaient couché avec une fille, il fallait qu'ils mettent la balle, enfin, c'est-à-dire que l'un copie l'autre. Et ben, genre, à la fin, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on disait c'est le fusil de Tchekhov le film, c'est que c'est repris à la toute fin lors de la balle de match. Mais autant, j'ai trouvé ça franchement grossier, vraiment. Autant on va pas se mentir, ça rend vraiment, enfin je veux dire, ça fait de Patrick une pourriture totale parce que c'est-à-dire que le mec est capable d'aller jusqu'à dire à son adversaire pour le déconcentrer sur la balle de match, j'ai baisé ta femme. J'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé que Et c'était c'est pas demain vraiment que tu baiseras la mienne, hein, attention, hein. non mais moi perso, désolé mais j'ai trouvé ça mais d'une perversité et pour la petite anecdote, c'est déjà arrivé au tennis des mecs qui balancent ce genre de truc. Je veux dire, voilà, pour ceux qui nous écoutent, pour la petite anecdote, Nick Kyrgios a déjà dit un jour à Stan Wawrinka, en gros, tu fais le malin, mais Kokinakis, un de ses amis, a baisé ta femme. Voilà, c'est vraiment le trash talk sur un court. Bon, là, c'est pas du trash talk parce que c'est un Et signe, mais après les gens ils parlent de l'UFC et tout alors qu'il y a déjà ça dans le ouais, non, tennis, bon, après, enfin bref. au tennis, ils sont trois quatre comme ça, assez nerveux à balancer ce genre de truc. Honnêtement, j'ai trouvé que ça apportait un truc, sachant que Patrick, il a une personnalité un petit peu limite, mais il est pas vraiment montré non plus comme une pourriture pendant tout le film. Il est montré comme quelqu'un qui est libre, indépendant, peut-être d'ailleurs en tant qu'adulte, bon, relativement ado attardé, parce qu'effectivement, il change pas beaucoup, mais justement, il a encore ce petit côté provocateur et quand il rentre dans le sauna pour aller voir Hart en lui disant justement, en le provoquant comme ça, et tout est dit quand Hart à un moment donné, enfin Patrick lui dit mais t'es jaloux parce que je suis sorti avec ta femme. Donc ça c'est avant qu'elle le retrompe encore une deuxième fois. Hein. Tachi va tromper plusieurs fois Hart avec Patrick à différentes périodes de leur vie. Et donc au sauna quand ils se voient, elle l'avait déjà trompé une fois Hart. Et ce qui était drôle c'est quand Patrick lui dit en gros bah quoi qu'est-ce qu'il y a t'es jaloux de moi et elle dit quoi je suis jaloux juste parce que t'es sorti avec elle pendant qu'on était adolescent et lui répond ouais pendant qu'on était adolescent. Sous-entendu, il va vraiment le déconcentrer tout le temps. Et derrière, ensuite, entre ce moment et le match de la finale, il s'avère qu'ils ont encore qu'il y a encore une autre tromperie de Tachi pour des raisons scénaristiques et pour le match. Mais bah, Patrick, en fait, ne va pas d'ailleurs, on ne sait pas d'ailleurs s'il accepte ou pas ce deal, puisque à la fin il décide de raconter ça, ce qui va ajouter une tension supplémentaire dans le film. Pour revenir là-dessus, oui, la tension du match de tennis, je sais pas. Honnêtement, j'ai ressenti de la tension moi, pendant le film, mais pas autant que tu peux en ressentir réellement quand t'es fan de ce sport et que tu regardes des matchs qui font partie de l'histoire.
Je sais pas si je suis très clair. Ouais, si, ça va. Mais ça permet de faire un peu un petit lien avec ce côté un peu tension. Il lui révèle qu'il a. J'ai baisé dans la main, voilà. Mais oui, du coup, ça va faire un petit lien parce que je pense qu'on va pouvoir parler un peu de la musique du film qui fait chauffer tous les tweetos de la tweetosphère ciné française. Parce que, moi, je vais être honnête, hein, sincèrement, la musique, j'ai pas supporté. Et ça, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il faut voir le film pour le comprendre. Parce que je trouve les gens ont dit mais si, j'ai écouté, la musique elle est sympa et tout, je me suis un peu ambiancé dessus. Vous pouvez pas comprendre. Parce que, et ça vient de problèmes. Tu vois, de temps en temps, on parle dans ces épisodes un peu d'arythmie de certains films. Ils ont une rythmique particulière, etc. au sein même du film. Là, c'est pas un problème d'arythmie, c'est juste que dans certaines scènes, tu comprends pas ce qui se passe. Il va lancer la musique à fond, en plus là, il met à 100% sur sa box et tout. Et puis à un moment, la musique s'arrête. Puis après, il y a un petit blanc. Puis après, elle se relance. Et puis il y a un blanc, le mec il hurle. Puis après, elle se relance. Puis après, elle s'arrête. Puis après, il lance la balle. Puis après, la musique s'arrête. Honnêtement, c'est la dernière séquence. Et ça, je décris parce que sur la dernière séquence où vraiment, pour moi, c'est le pinacle de la torture. Hein. Je pense que honnêtement, cette dernière séquence devrait être mise dans la Convention de Genève pour l'interdire parce que c'était vraiment une session de torture, cette finale au Challenger. Mais je comprenais pas l'utilisation de la musique, au fait. J'ai l'impression qu'il y avait une piste et aléatoirement, il la mettait. Parce que des fois, il la mettait dans des séquences où vraiment, il aurait mieux fallu être un peu plus subtil. En sous-marin, voilà, une espèce de séquence un peu émotionnelle, où il n'y a pas trop de musique, où on laisse les acteurs un peu jouer. Non, là, il met la musique à fond, qui est une espèce de musique un peu pop dansante, et puis après il arrête. Au sein de la même séquence, au sein de la même scène, il n'y a pas particulièrement, tu comprends pas particulièrement pourquoi est-ce que là elle devrait commencer ou elle devrait s'arrêter. Et du coup, ça rend la musique mais insupportable parce que du début à la fin, elle revient à des moments où tu dis mais qu'est-ce que tu fous là? Et puis elle repart et elle revient à un moment où tu fais mais stop, pitié, arrête, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je trouve que non, parce que tu fais un petit peu ta drama queen, mais je trouve mais non, là par contre je suis sérieux. Des fois, mais là c'était insupportable. Moi j'aime beaucoup la musique pour l'avoir écoutée à part. Alors j'aime beaucoup. D'ailleurs, je trouve que son utilisation commence à devenir un mème puisqu'on l'utilise dans d'autres séquences. Je l'ai vu notamment sur un tweet sur Mad Max Fury Road. J'ai trouvé ça génial. La musique, est, contrairement à toi, je la trouve plutôt bien. D'ailleurs, pour certains thèmes, ça c'est évident parce qu'elle a été faite par Atticus Ross et Trent Reznor, donc elle ressemble beaucoup sur certains thèmes à ce qu'on a pu écouter d'eux, notamment sur The Social Network, voire sur Gone Girl, mais plus sur The Social Network. Mais c'est vrai que Guadagnino l'utilise peut-être un peu trop, peut-être pas toujours au bon moment, mais surtout peut-être un peu trop, et c'est vrai que ça la rend un petit peu... peut-être à force un peu trop présente, mais après moi ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait le film en fait toujours tout le temps tellement des caisses, tout le temps, peu importe ce qu'il y a entre les effets, entre l'attention, entre les petits regards, entre on en fait des caisses lors du match de tennis, entre la musique, entre les effets de mise en scène, les plans POV, les machins, c'est tellement trop, je suis rentré à fond dedans. C'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment je me suis laissé emporter et ça a été une expérience en fait relativement un peu hors du temps et j'avais vraiment l'impression d'être dans un match de tennis et en même temps pendant ce match de tennis qu'on me raconte la vie de ces joueurs qui sont en train de faire ce match de tennis et je suis franchement rentré dedans, mais ça en fait tellement des caisses à tous les étages, je peux comprendre qu'on soit complètement réfractaire à ça. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais quand même rajouter une dernière petite chose parce que depuis tout à l'heure on parle de tennis. Je pense que le personnage de Art Donaldson est un petit peu inspiré du personnage de Federer, notamment par son revers à une main, ça me paraît évident. Mais par contre, ni oubli ni pardon, parce que Art Donaldson décide de prendre sa retraite si jamais il perd le match ou il le gagne. Enfin, je ne sais plus ce qu'il dit exactement à Tashi Duncan, disant qu'il compte prendre sa retraite, et il prononce la phrase « C'est gênant de faire ses conneries à 40 ans, Guadagnino, ni oubli ni pardon ». Entrée en lice. Moi, j'aime le tennis. D'un joueur novice. Moi, j'aime le tennis. Une peau métisse. Moi, j'aime le tennis. Dévastatrice. Moi, j'aime le tennis. Puissant service. Moi, j'aime le tennis. Dans l'interstice. Moi, j'aime le tennis. La Coupe Davis. La Coupe du Nice, c'est l'été.
match.